Bonsoir à tous. Merci encore. D'accord. Bonsoir à tous et merci encore pour cette invitation aujourd'hui. Je suis vraiment honorée. Merci au organisateur et à professeur Koulibaly. Avant de commencer, j'aimerais que vous m'excusiez pour mon français parce que j'ai évolué dans un contexte anglophone, donc désolée en avance. Pour ma conversation, elle se focalise sur la perspective des migrants. Donc, je me rejoins au professeur Moukaila Eboye pour examiner le contexte de les dynamiques Balkissa, sur le vous pouvez éteindre la des vidéo, migrants. comme ça la connexion sera meilleure. Voilà, merci. Allez-y. Donc, j'examine le contexte de gouvernance de la migration au Niger en portant un regard sur les dynamiques sur le terrain et des expériences des migrants par rapport à ces changements de politique de mobilité entre indifférence et facilitation et contrôle des mouvements. Voir les migrants africains comme des victimes de passeurs et de trafiquants ou encadrer le problème de la migration clandestine ou informelle, comme je l'appelle, autour de ces facteurs obscurcit les systèmes de gestion des frontières de bas niveau qui reproduisent cette informalité et cette précarité des migrants. Donc, j'adopte une approche critique et ma discussion se penche sur les migrants en transit au Niger et sur les expériences qu'ils ont avec l'autorité et leur perception de l'autorité. J'aimerais noter que je base ma discussion sur une collecte de données qui a fait partie de mes travaux de recherche pour ma dissertation. Et cette étude avait eu lieu entre 2021 et 2022 dans les villes de Niamey et d'Agadez, bien avant le coup d'État. La question centrale était de comprendre pourquoi les migrants continuent de s'engager pour les voyages clandestins vers l'Europe, malgré les politiques restrictives et les insécurités humaines auxquelles ils font face en chemin. Donc, mon critique que j'ai adoptée est la rationale qui explique cette approche. J'ai adopté une approche de l'agence critique et les discours sur l'agence critique découlent principalement de la perspective de Michel Foucault en relations internationales et de la discipline un peu de l'anthropologie. On note que l'agence critique est une pensée sur la résistance dans un cadre où le pouvoir et l'hégémonie sont résistés, soit d'une manière discursive, soit en termes de pratiques sociales. La théorie de l'agence critique, elle se focalise principalement sur le sujet. Dans ce cas, on voit les migrants africains pour le placer en dehors de l'objectivation produite par la domination et puis on peut imaginer des alternatives. À travers une analyse critique du discours, les conversations en groupe, j'avais examiné les conversations en groupe pour comprendre le langage et les attitudes qu'adoptent les migrants pour rationaliser le pouvoir ou l'autorité dans les contextes qu'ils se retrouvent. Et aussi, c'est qui lie le discours des migrants aux pratiques qu'ils adoptent. Donc, cette approche m'a permis de me focaliser sur les migrants dans un contexte de gouvernance donnée. Donc, ici, dans l'exemple du Niger comme pays de transit pour les migrants et aussi avoir un aperçu de la forme que prend la politique de la migration sur le terrain et à travers le regard des migrants. Donc, le premier point qui vient ici, si on peut discuter de certains des résultats de cette enquête, c'est leur perception
du pouvoir et de l'autorité comme obstacle à la mobilité. Donc, les histoires qu'ils ont relatées montrent que le fait d'avoir des documents ne protège pas les migrants contre les abus, malgré leur statut légal. Au contraire, ils doivent payer plus d'argent lorsqu'ils présentent leur identifiant. Pour naviguer dans ce contexte, et aussi ils dissimulent leurs documents pour échapper aux entraves aux frontières et aux points de contrôle. Donc, les attitudes que les participants ont adoptées lorsqu'ils discutaient de l'autorité peuvent être observées à deux niveaux. Premièrement, on voit qu'il y a une identification des marqueurs d'autorité, c'est-à-dire la police, les différents points de contrôle et le besoin de documentation. Et deuxièmement, il y a ce que représente l'autorité dans ce cadre-là qui est perçu comme un obstacle à la pratique de la mobilité et un mobile pour divers types d'abus parce que les migrants qui se retrouvent là, bien qu'ils aient leur carte d'identité, passeport, ça leur crée encore plus de problèmes aux frontières. Parce que déjà, il y a une pratique qui s'est établie au niveau des frontières, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, où la police ou bien les agents de contrôle ont déjà identifié les routes migratoires vers l'Europe et ils espèrent déjà être payés par ces migrants-là, donc ils n'espèrent pas de la documentation venant de ces migrants. Ce qui fait que leur mobilité reste tout de même invisible sur le plan légal. Donc, pour les pratiques, on voit une dualité entre résistance et nécessité socio-économique. L'agence critique ici, on voit qu'elle s'exprime aussi à travers la reconnaissance de la gouvernance de la migration africaine interrégionale, dont l'influence de l'Union européenne. En se référant à cet aspect, les migrants expriment une résistance face à l'utilisation des espaces comme le désert et la Méditerranée pour participer, pour pratiquer leur mobilité. Donc, j'ai juste pris un commentaire d'un migrant qui avait intervenu pendant les focus group. Donc, c'est un migrant clandestine depuis 2007. Donc, il était à son autre tentative parce que les discussions ont été conduites en 2022 et il essaye encore de traverser depuis 2007. Donc, voici ce qu'il dit. Il dit, pendant les explorations, les Européens sont venus par la mer en Afrique. Maintenant que nous, les Africains, utilisons aussi la mer, c'est un problème. Donc, déjà là, on voit ce genre de discours qui se partage aussi parmi les migrants. Il y a cette reconnaissance quand même de cette influence qui est là. Aussi, il y a un sentiment de légitimité que partagent les migrants au regard de leurs actions et de leur décision de migrer. Il s'agit du besoin de soutenir leurs familles respectives, de l'existence de leur réseau social. Par exemple, parmi les membres de leur réseau social qui ont réussi à aller en Europe et qui soutiennent leur famille restée au pays. Donc, tout cet aspect-là nourrit la nécessité de migrer pour s'épanouir aussi et trouver de nouvelles opportunités. Et l'idée que réussir son projet de migration malgré les dangers dépend de la volonté de Dieu. Donc, il y a un facteur de spiritualité aussi qui intervient dans la prise des décisions de continuer malgré les dangers. Et donc, on peut voir que cette légitimité que les migrants trouvent en décidant de migrer par les voies clandestines, elle se manifeste à deux niveaux. Déjà, on voit il y a la reconnaissance des acteurs régionaux et de leur rôle. Dans la CEDEAO, certains intervenants ont discuté de la CEDEAO, du fait qu'elle est censée faciliter la mobilité des personnes en Afrique de l'Ouest, mais ce n'était pas le cas pendant leur mobilité pour arriver en zone de transit au Niger.
et les perceptions sur le rôle de l'Europe, qui est vu tantôt comme un acteur régional pour contenir la mobilité et limiter les usages des espaces, ou comme modèle de réussite sociale. Deuxièmement, on voit que leur choix de migrer est conditionné par leur réseau social aussi. Les conditions dans les pays africains, le besoin de soutenir leur famille, la recherche d'une vie meilleure et la confiance en une puissance supérieure pour déterminer le succès du voyage encore spiritualité. Donc, cette dynamique, finalement, elle produit un narratif sur l'informalité, où l'acte de migrer est considéré comme une autodétermination. Donc, comme exemplifié dans un article d'Info Migrants, où le mot Boza, qui est utilisé parmi les migrants camerounais pour signifier les traversées pour aller en Europe, le mot signifie victoire. Donc, ça montre un peu la perception que les migrants ont face à l'acte migratoire, spécifiquement pour aller vers l'Europe. Donc, être en route vers l'Europe est perçu comme un acte de courage, où le succès de la migration se rapporte au destin ou à la volonté de Dieu, comme le note un des participants qui dit je connais des gens en Gambie, si je leur dis ce qui se passe sur la route, ils ne s'en soucient pas. Ils viendront toujours. Certains diront, même si l'eau est bouillante, ils y rentreront et s'ils meurent, c'est leur heure qui est arrivée. À cela s'ajoute leur évaluation sur les coûts et les avantages de tenter le voyage vers l'Europe. Ceux qui, au début, étaient informés par leurs besoins socio-économiques, là, donc, ils tracent leur trajectoire depuis leur pays d'origine. Donc, la raison pour laquelle, généralement, ils quittent leur pays d'origine, ce sont des problèmes socio-économiques ou des problèmes politiques. On voit une transformation on voit une certaine transformation, plus ils progressent sur leur trajectoire ou leur expérience avec l'autorité locale contribue à ces considérations. Par exemple, les migrants qui quittent leur pays d'origine à cause des problèmes socio-économiques ou politiques, et ils se mettent sur les routes migratoires en Afrique de l'Ouest pour arriver en transit au Niger. Donc, déjà, ils ont déjà commencé à être victimes des abus au niveau des postes de police, des postes de contrôle, avant d'arriver ici. Donc, ils sont déjà dans une position où ils ont déjà rencontré certains abus et ils ont dépensé beaucoup d'argent pour arriver même en transit. Donc, c'est pas facile de prendre la décision de retourner étant en transit après avoir traversé tous ces abus pour arriver là où ils sont. Donc, le fait que la mobilité en Afrique de l'Ouest par les voies terrestres est généralement ni légale ni illégale, puisque soumise à une économie informelle conditionnée par les acteurs étatiques et non étatiques, est partagée à travers les réseaux sociaux, à travers les médias en ligne et de bouche à oreille. Donc, c'est que cette dynamique de bas niveau ou bien ce régime de bas niveau produit, c'est justement ce narratif sur l'informalité, qu'il y a une négociation qui se passe entre les acteurs étatiques et non étatiques. Là, les acteurs étatiques, on peut considérer que ce sont les contrôleurs, les agents de police, les contrôles de douane, qui aussi ne demandent pas, quand ils reconnaissent les candidats au voyage clandestin vers l'Europe, ils ne sont pas vraiment souciés par leur carte d'identité. Donc, s'ils traversent une frontière en passant par des acteurs étatiques,
il n'y a pas vraiment de différence à traverser une frontière ouest-africaine par les acteurs étatiques ou par les acteurs non étatiques, dont les passeurs. Parce que même avec les acteurs étatiques, leur traversée est invisible parce qu'ils n'ont pas besoin de montrer de carte. Dans ce contexte de contraintes structurelles à la mobilité créée par une gestion austère des frontières dans la région, on peut argumenter que cela entraîne l'existence de réseaux alternatifs en réponse à ce système imparfait. Dans cet arrangement, les migrants font face à de multiples formes d'insécurité qu'ils négocient à 3 niveaux. Au niveau national, où ils fuient l'insécurité politique, sociale ou économique. Au niveau régional, où ils sont confrontés à des violations des droits de l'homme, ou pour pratiquer la mobilité revient à se prémunir de moyens financiers plutôt que de la documentation légale qui autorise la libre circulation. Ce qui facilite, cet aspect-là facilite l'intervention des passeurs à ce niveau, mais aussi en transit. Et au niveau global, où il risque l'esclavage moderne, les enlèvements ou l'abandon dans le désert, dans les espaces comme le désert ou en Méditerranée. Malgré ces contraintes terrestres, les migrants affichent une agence en contournant les obstacles créés par les acteurs étatiques et non étatiques. Ils peuvent dissimuler des documents lorsqu'ils interagissent avec les différents marqueurs d'autorité et envisagent leurs décisions migratoires en transit, en pesant les ressources investies pendant le voyage contre l'abandon de leur voyage. Au-delà de ces contraintes terrestres, les migrants affirment leur autodétermination en attribuant leur entreprise à la volonté d'une puissance, la volonté de Dieu. Donc, d'où la nécessité de ramener le focus sur le mode de migration qui constitue un problème, plutôt que la migration qui en elle-même est un droit fondamental. Merci. Merci beaucoup, Balkissa. Vous avez tenu dans le temps. Donc, merci de nous avoir entretenus toujours dans le sillage des autres communications. Donc, vous avez fait une analyse du contexte de la gouvernance, le cas des migrants de transit. Bon, préciser également que c'est une collecte qui est antérieure à la crise, donc 2021-2022. Et puis, on a eu quand même une analyse discursive des théories et des discours des migrants sur le fait migratoire, avec parfois une certaine justification. Ensuite, vous rappelez la précarité malgré les documents légaux dont disposent certains migrants, c'est-à-dire que les passe-droits, les systèmes de raquettes que les gens vivent le long des frontières. J'ai moi-même un article là-dessus, si ça vous intéresse, les tracasseries qui empêchent l'intégration sous-régionale, n'est-ce pas? Et donc, les discours des migrants qui tentent souvent de légitimer la clandestinité avec... donc, vous vous rappelez certains discours des migrants qui légitiment la clandestinité avec parfois des référents religieux ou même carrément historiques. Les Blancs sont venus en bateau, mais il n'y avait pas beaucoup d'avions à l'époque. Ou bien, j'espère que vous leur avez... Donc, mais ce sont des discours qui montrent l'état de détermination, n'est-ce pas, des migrants à traverser. Et aller en Europe, comme vous le dites dans beaucoup de discours, c'est un peu être béni, être élu. Et il n'y a pas qu'au Niger, au Mali, au sein de la jeunesse, la communauté soninké, les Soninké, c'est une ethnie qui est pourvoyeuse de main-d'œuvre en France principalement. Ils ont un proverbe qui dit, bon, je traduis, il dit l'Espagne ou la gueule du poisson. Okay. Soit ils traversent ou bien ils tombent dans la gueule du poisson. Donc, pour démontrer la détermination dans le discours, n'est-ce pas, pour traverser et aller de l'autre côté de la Méditerranée. Donc, j'ai ramassé un tout petit peu. Je ne sais pas, dans les discours, est-ce qu'il y a un recours aux pratiques mystiques, comme on le voit souvent en milieu
clandestins où les marabouts ont leur marché, les féticheurs, voilà, etc., etc. Je ne sais pas si vous avez pu remarquer que la famille investit souvent dans ces pratiques magico-religieuses avant même d'envoyer un fils en migration. Certains peuvent le rapporter. Je ne sais pas si dans vos discours, il est ressorti un tel élément, quoi. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens en ligne. Sinon, on peut prendre aussi des gens ensemble. Oui. Celui qui veut intervenir, il y a le micro. Balkissa, vous avez compris? Oui, j'ai noté la première question. OK. Donc, il y a d'autres questions. Merci. Bonjour Balkissa et merci beaucoup. Encore merci aux trois intervenants d'avoir accepté d'animer cette séance de séminaire Makoter avec nous. J'avais peut-être deux petites questions pour toi, Balkissa, par rapport aux passeurs. Tu as rapidement évoqué la question des passeurs, mais au cours de tes enquêtes, qui sont ces passeurs-là? Est-ce que le profil, tu peux nous décliner quelques profils de ces passeurs? Tu as aussi parlé de l'économie informelle. Est-ce que tu peux nous quantifier justement cette économie informelle générée par les passeurs? Peut-être une toute dernière question, c'est par rapport au réseau. Est-ce que tu as identifié lors de tes enquêtes s'il y a un réseau qui s'est mis en place entre les différents passeurs de différentes zones géographiques en termes de migration? Merci beaucoup. Okay. Donc, qui d'autre? Oui. Bonjour madame, moi c'est Arama Traoré Masseran. Moi ma question c'était par rapport à tous ces discours-là que vous avez tenus. Est-ce qu'il y a eu des cas des passants ou encore des migrants qui ont été enlevés et qu'on demande à leurs parents de payer des rançons? Si tel est le cas, si vous pouvez avoir quelques explications. Merci bien. Oui, est-ce qu'il y a d'autres? OK, donc, Balkissa, vous pouvez... Ah, il y a quelqu'un en ligne? Ah oui, Campo, il y a Campo en ligne, oui. Oui, bonjour. Bonjour. Vous m'entendez? Oui, oui. D'accord. Moi, j'ai une question à Madame Balakissa. Au cours de son intervention, elle a parlé des raisons, plusieurs raisons que les migrants évoquent pour traverser. Moi, je voudrais poser une question par rapport aux femmes. Est-ce qu'au Niger, les femmes également s'aventurent dans cette migration clandestine? Et qu'est-ce que l'État nigérien, quelles sont les sensibilisations que l'État nigérien fait pour vraiment empêcher les femmes sur cette pratique-là? OK, Voilà, merci. merci. Donc, Balkissa, vous avez la parole. Voilà. OK. Merci. Donc, pour la première question, y a-t-il mystique qui est ressorti des conversations? Cet aspect-là n'est pas vraiment sorti des conversations. Les migrants se sont contentés de discuter de leurs croyances spirituelles et du fait que ils ne sont pas pratiquement détenteurs de leur destin et que leur destin dépend de la volonté divine. Et donc, même s'ils restent chez eux, pour rester chez eux et souffrir, donc, pour mourir à l'essai différents. Et j'ai même lu quelques articles qui se pratiquent là, surtout dans le contexte du Sénégal. Donc, euh, ça en fait partie, mais ce n'est pas sorti avec lequel j'ai reçu. OK. Pour la deuxième question, avec trois questions. La première sur les parties, donc la discussion des migrants avec les conversations
Balkissa, on t'entend plus, hein? Allô? Balkissa? Bon, on t'entend plus, hein? Moukaïla? Oui, vous m'entendez maintenant? Ah, on t'entend maintenant, oui. Vous m'entendez? Et donc, pour la première question, avec les migrants, leur discussion autour des passeurs, ils ont plusieurs fois mentionné les coxeurs qui viennent les chercher au niveau des frontières. Donc, en lisant aussi des articles, j'ai eu l'impression qu'il y a... Donc, je lis cette première question à la troisième question sur le réseau des passeurs. Donc, il y a les passeurs qui se chargent du transport. Il y en a qui se chargent de la avec la conversation avec les migrants. Ils ont plusieurs fois parlé des coxeurs. Et je pense qu'il y a eu peut-être certaines informations sur divulguer le réseau des passeurs aussi. Parce que c'est une information cruciale pour eux aussi. Donc, pour la deuxième question, quelle est cette économie informelle et comment la quantifier? Comme ma recherche, l'économie informelle est sortie en résultat de ce que j'ai trouvé en engageant la recherche. Mais je pense que l'économie informelle de la migration, vraiment, elle est plus grande que ce qu'on pense. Parce que pour l'instant, on se focalise sur l'économie que produisent les passeurs, c'est-à-dire les acteurs non étatiques, les passeurs qui s'engagent qui facilitent la traversée pour les migrants. Mais si on essaie d'étendre cette économie-là, on trouvera aussi qu'il y a beaucoup d'acteurs étatiques qui sont impliqués dans cette économie informelle de la migration. Pour la quantifier, je pense que j'avais lu un rapport du CNDH dans le contexte d'Agadez qui disait que, bon, avec les conséquences, comme l'a discuté plus tôt, professeur Monkaila et Boye, les conséquences de la loi 2015-036, surtout dans la région d'Agadez, était le fait que elle a affecté l'économie informelle de la migration. Je pense qu'ils avaient estimé qu'il y a eu une perte d'environ 80 millions, c'est 65 milliards 65 milliards dans un temps de 11 mois. Donc, les acteurs ont perdu 65 milliards, ce qui montre l'importance de cette économie qui vient arriver aux investisseurs. Donc, la troisième question, c'était sur les enlèvements et la demande de rançon s'il y a eu des expériences avec le groupe des migrants dans leur discussion. Ils ont parlé des enlèvements. Honnêtement, je n'étais pas très... je ne mesurais pas le degré d'abus que les migrants subissaient que quand il y a eu cette discussion, parce que on peut voir dans leur narratif ou dans leur façon de parler de leurs expériences, on peut déjà voir que certaines expériences ont été très traumatisantes et on peut sentir qu'ils se sont tus et ont eu une réserve sur d'autres expériences qu'ils n'ont pas voulu partager. Mais ils ont parlé aussi, parce que en parlant des enlèvements, des demandes de rançon,
ça me ramène avec le groupe de migrants avec lequel je me suis engagée au niveau de Niamey, parce que ces groupes de migrants, ce sont les rapatriés d'Algérie. Donc, ils ont quand même subi beaucoup d'abus, surtout de la police en étant en Algérie. Mais il a j'ai pas eu vraiment de victimes d'enlèvement ou de personnes qui ont dû payer une rançon, mais ils ont partagé des histoires similaires. Donc, pour la deuxième question, est-ce qu'au Niger, les femmes travaillent dans la migration clandestine? Je pense que au début de la présentation, le professeur avait de la migration féminine en 2013, des femmes de Kanché. Mais la différence entre la migration féminine clandestine au Niger et si on prend dans l'ensemble la migration clandestine ouest-africaine, c'est le fait que la migration féminine clandestine du Niger, elle n'est pas vraiment une migration qui se dirige vers l'Europe, c'est plutôt, elle est centrée vers l'Afrique du Nord. Donc, d'où les femmes de Kanché où il y avait eu une tragédie dans le désert par rapport à cela. Mais parmi les groupes de personnes que j'ai interrogées, il y avait des femmes, je me souviens, il y avait une femme aussi qui était infirmière dans son pays d'origine. Bien. Donc, merci bien. Et puis, je ne sais pas s'il y a d'autres réactions en ligne ou bien en présentiel. En tout cas, merci pour vos réponses. Pour le cas des migrations féminines, c'est un angle mort, c'est-à-dire qu'il y a peu d'études qui se sont focalisées sur ça. Il y a des rapports de recherche, bien sûr, sur ça. Nous-mêmes, nous avons produit un article là-dessus, Boulaye Keita, moi et Ali Tunkara, mais ça concerne le cas du Mali vers le Niger, vers la Mauritanie et vers le Burkina. Mais c'est très marginal. La migration masculine reste encore dominante et dans les représentations et dans les faits. Donc, mais les vagues sont de plus en plus féminines. Il y a de plus en plus de présence de femmes, y compris dans les migrations clandestines, souvent accompagnées d'enfants qui partent seules, pas pour rejoindre le mari. Souvent, c'est pour rejoindre le mari, mais souvent, elles partent seules. Mais ça reste marginal lorsqu'on tient compte de l'ensemble des vagues. Mais ça ressort très peu aussi dans les études sur les migrations. Je pense que c'est un peu ça. S'il n'y a pas d'autres questions, Fatmata, je vais peut-être te passer. Tu veux... Je pense qu'il y a une question dans la salle ici. Ah oui, chez eux. Oui, OK. Il y a une question dans la salle ici. À Niamey. OK. Balkissa, je vous remercie pour votre exposé. J'ai juste une seule question à vous poser. Vu la détermination des migrants religieuses, pensez-vous que si les autorités touchent cet angle dans les sensibilisations, ça peut aboutir à un résultat? Balkissa peut répéter, on va... Est-ce que vous avez entendu la question? Bon, on n'a pas bien compris. Hein. Elle a entendu. Je ne sais pas de votre côté si vous avez entendu. Ah, d'accord. Vous avez entendu, mais vous n'avez pas compris. Donc, je pense que la question, c'était, vu la détermination des migrants dans un angle religieux, est-ce que si les sensibilisations touchent cet aspect-là, il y aura un résultat dissuader l'immigration? C'est ça, non? Voilà. OK. Donc, ce que je pense, c'est que il y a une détermination sur l'angle uniquement Tu peux enlever la vidéo encore. religieux. C'est sur ce fait-là que non seulement... OK.
il y a ce fait que non seulement le fait de migrer dans certaines sociétés, j'avais vu un article dans le cadre de la société, d'une société au Nigeria. C'est un statut. Avoir dans une famille quelqu'un qui est en Europe ou bien en Occident, c'est un statut dans certaines villes. Donc, il y a aussi cette question de temps et d'espace et cette question du fait que le succès, l'accès au succès, il est un peu, si je peux le dire, entre guillemets, externalisé en Europe. Donc, dans certaines sociétés, on ne peut pas concevoir le succès si ce n'est pas en Europe. Donc, je pense que l'angle religieux joue un rôle, mais ce n'est pas le seul. D'accord. Merci, mais cette même réalité est ressentie même ici au Mali. Les sociétés de départ ont construit tout un discours et des tas de représentations sociales autour de la migration, considéré comme une échelle de promotion. Celui qui migre, c'est celui qui est bien vu. C'est une nouvelle forme d'aristocratie, en fait, parce qu'il ne s'agit plus de posséder du bétail ou des terres immenses, mais il s'agit de partir en France ou en Espagne et d'adopter un certain comportement, de retourner, et vous êtes vu en haut de l'échelle sociale. Donc, il s'est valorisé dans les proverbes, dans les représentations, c'est valorisé par tous les moyens. Donc, ce qui fait que les gens souvent abandonnent leur boulot pour partir. Tous ceux qui partent ne partent pas parce qu'ils sont pauvres. Il y en a qui partent parce qu'ils n'ont rien à raconter. Juste, je termine sur ça. Lors de mes enquêtes dans les foyers, je pose la question, dans les foyers à Paris, je pose la question à un vieux, pourquoi vous avez migré? Il me dit que lui, il a migré, il pense qu'il est maudit, c'est pourquoi il a migré, quoi. J'ai dit, j'ai pas compris. Il dit, non, lui, parce qu'il a abandonné son verger. Et dans son verger, on pouvait vendre 2 millions, on ne sait même pas qu'on a vendu quelque chose. Et lui, il a abandonné tout ça pour partir à Paris. Il dit, mais pour quelle raison? Il dit, ouais, parce que quand les autres venaient de vacances, ils avaient des histoires à raconter. Le métro, les micro-ondes, voilà quoi. Mais le jeune homme n'avait pas d'histoire à raconter, il n'avait rien à raconter. Il n'avait pas migré, il n'avait pas d'histoire, il n'était pas visible. Donc, il n'est pas parti par pauvreté. Comme bon nombre de personnes qui partent, ils ont à manger, ils ont de l'aide, ils sont pris en charge, mais ils veulent quand même aller pour être considérés à l'échelle sociale. Ça joue un grand rôle. Maintenant, les sensibilisations, est-ce qu'elles peuvent arriver à bout de ça? C'est un problème. Donc, il faut déconstruire ces représentations-là, montrer qu'on peut réussir sur place. Et ça, avec la simple sensibilisation, ce n'est pas possible. Il faut peut-être mettre en valeur des potentialités dans les pays de départ pour fixer les jeunes potentiellement migrants, montrer qu'on peut réussir sur place. Mais ce n'est pas en sensibilisant pendant une semaine. Après, vous prenez vos véhicules 4x4, vous retournez à Niamey ou bien à Bamako, dire qu'on a fait une semaine de sensibilisation. Vous nous dites de ne pas partir, vous nous proposez quoi? C'est ça, c'est la question qu'on pose permanemment aux missions de sensibilisation. Et ils n'ont pas de réponse pour ça. Donc, pour moi, ce sont les mêmes réalités qu'on retrouve un peu partout au Mali, au Niger et même au Burkina. Voilà, Fatoumata. Je sais